is also a problem. Indian women are always short. Généralement, les femmes indiennes sont généralement de petite taille, malheureusement. J'ai toujours des difficultés avec les micros qui sont placés trop. Altesse royale, Marek, je voudrais en profiter pour vous remercier de m'avoir invité et je voudrais également remercier mon ami de longue date, Jean-Pascal. Merci de m'avoir demandé d'être présente parmi vous ici aujourd'hui pour vous parler d'un défi de la plus haute importance, défi auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Il est vrai que nous sommes confrontés à l'heure actuelle à une situation pour le moins étrange. Nous savons toutes et tous ici aujourd'hui la nécessité impérative de modifier de façon drastique notre façon de mener nos vies, notre façon de mener à bien nos entreprises, notre manière de produire nos denrées alimentaires, de vivre dans nos villes et de vivre dans nos maisons. Nous sommes tous convaincus du fait qu'il faut vivre dans un monde meilleur. Il nous faut une économie qui ne soit pas fondée sur une économie à tout craint, sur une consommation à tout craint, mais plutôt une économie qui se fonde sur la non-pollution. Mais comment opérer justement cette transition vers un monde meilleur? Lorsque Jean-Pascal m'a appelé en me demandant d'être présente parmi vous ici aujourd'hui, il m'a dit, vous savez, c'est une conférence où l'idée est véritablement de voir comment nous pouvons opérer précisément cette transition et quels sont les différents défis que nous pouvons rencontrer. Et nous les rencontrons tous. Nous savons quelle est la donnée, nous savons quelle est l'ampleur du problème et nous ne savons pas toujours par quel biais l'aborder. Comment pouvons-nous aller de l'avant? Comment pouvons-nous nous ouvrir des possibilités, des opportunités qui nous permettront justement de définir une nouvelle marche à suivre pour l'avenir? Et c'est précisément ce dont je voudrais vous parler ici aujourd'hui. Il m'a parlé de toute une série de défis en m'invitant à venir ici parmi vous aujourd'hui. Et moi, je voudrais essayer de voir comment tous ensemble, nous pourrions justement définir de nouveaux rôles pour l'avenir. Il y a une chose qui est claire pour moi et pour celles et ceux qui sont dans ce secteur depuis très très longtemps. Le seul changement qui est nécessaire, c'est un changement qui est le suivant, à savoir, lorsqu'il y a plusieurs années, nous avons démarré nos recherches, nous avions certaines incertitudes par rapport au changement climatique. Lorsque nous parlions du changement climatique dans les années 90, ou au tout début des années 90, nous parlions de scientifiques qui essayaient de prédire d'une certaine manière l'avenir et qui, par le biais de leurs modèles, essayaient de nous présenter toute une série de possibilités qui pourraient déboucher sur l'incertitude au niveau mondial, sur des risques accrues ou sur des catastrophes prévisibles. Mais non, on parlait à ce moment-là uniquement de possibilités. Et pour les êtres humains, quelque chose qui se situe à long terme est quelque chose qui n'est pas très palpable, c'est quelque chose qui est difficile à croire. Et c'est probablement le principal changement auquel nous nous heurtons aujourd'hui, à savoir qu'il y a plus de certitudes qui sont de mise au niveau scientifique. Et toute une série d'événements autour de nous disent d'ailleurs que ces sciences sont beaucoup plus sûres, sont fondées sur davantage de certitudes et commencent à se traduire dans ce monde autour de nous. Nous avons toute une série d'événements, nous avons des conditions climatiques beaucoup plus extrêmes qui ont vu le jour. Il y a plus d'intensité et de fréquence en ce qui concerne par exemple des cyclones tropicaux. Nous avons pu commencer à toucher du doigt, si je puis dire, ces différentes catastrophes, ces changements climatiques et les résultats concrets sur lesquels ils peuvent déboucher. Et lorsque vous venez d'un pays tel que le mien, ce sont des changements qui sont palpables. Et je dis généralement aux responsables de mon pays que nous avons M. Chidambaram qui occupe le poste de ministre des Finances. Mais pour moi, le ministère des Finances se situe au niveau de toute une série d'éléments qui sont différents, à savoir ce qui détermine la vie, ce qui détermine l'économie. Et lorsqu'il y a toute une série de choses qui deviennent plus variables, plus extrêmes, cela débouche sur davantage de sécheresse, une rareté de l'eau accrue, et cela a un impact bien entendu accru sur les populations les plus pauvres.
nous devons prendre en considération toute une série de paramètres, à savoir le fait que nous rendons les pauvres beaucoup plus pauvres de par ces situations. Donc nous avons maintenant un visage humain qui est donné à cette notion de changement climatique, parce que c'est quelque chose qui est devenu patent et qui est au cœur de mes interrogations. Si nous comprenons les changements, si nous les voyons se profiler à l'horizon, comment se fait-il que l'on soit encore dans certains cas de figure réticents quant à la perspective d'opérer justement une transition? Comment pouvons-nous faire en sorte d'aller véritablement de l'avant? C'est véritablement le gros point d'interrogation en ce qui me concerne, et je suis très reconnaissante aux organisateurs d'avoir décidé de préparer cet événement qui nous donne la possibilité de nous pencher sur la question, de la prendre véritablement à bras le corps. Je voudrais donner ici quelques exemples. Marek nous a dit très clairement qu'il fallait parler en partant de la réalité. C'est vrai qu'il faut toujours parler d'exemples réels, tangibles et palpables, et c'est ce que je me propose de faire. Je voudrais partager avec vous quelques développements, récents développements qui sont survenus, notamment dans mon pays, en Inde, des développements qui m'amènent à tirer certains enseignements et qui peuvent nous aider toutes et tous à voir quelles sont les possibilités qui pourraient se profiler à l'horizon. Vous avez tous lu beaucoup d'articles sur l'Inde. Nous essayons de rattraper le retard engrangé en termes de croissance. Nous sommes sur une trajectoire de développement qui a déjà été vécue, si je puis dire, par d'autres pays du monde. Nous savons que cela n'a pas toujours des résultats positifs, mais à l'heure actuelle, il semble ne pas y avoir d'autres options. Il n'y a pas d'autres modèles qui nous suggèrent qu'effectivement, il y a une alternative. Donc nous faisons comme les autres l'ont fait avant nous, et nous sommes convaincus du fait que les autres ont eu raison de faire et de dire ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, si vous êtes beaucoup plus riche, vous pouvez vous occuper de l'environnement, et si vous êtes de plus en plus riche, eh bien vous pouvez vous occuper davantage du soin à apporter à l'environnement. Et ce faisant, nous détruisons, nous polluons, etc. Et lorsque on arrive à un stade où on est véritablement riche, eh bien on se dit, ah ben oui, maintenant il serait peut-être temps effectivement de se préoccuper de cette question du développement et de notre environnement. Et c'est cette trajectoire que nous suivons, que d'autres ont suivi avant nous et que nous avons emprunté à notre tour, même s'il existe effectivement des différences. Et c'est à ce niveau-là qu'une personne comme moi, qui vit et travaille en Inde, qui essaye justement de motiver les uns et les autres à opérer des changements, ce sont sur base de ces différences qu'il faut essayer de comprendre la situation. Nous devons utiliser ces différences pour justement capitaliser sur tout cela et avancer différemment. Dans mon pays, à l'heure actuelle, nous avons des millions de sources ou des mutinées de la pollution. Nous avons toute une série de personnes qui vivent aux marges de la subsistance, dont la source de revenus, c'est l'environnement, qui vivent sur la terre, qui exploitent la terre et qui essayent de proposer toute une série de productions, ont besoin d'eau pour irriguer leurs terres, ont besoin de forêts pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir se procurer leurs plantes médicinales. Pour ces personnes, l'environnement et la protection de l'environnement, ce n'est pas un luxe, c'est véritablement une question de survie. C'est véritablement quelque chose qui donne un sens à leur vie et qui leur apporte leurs moyens de subsistance quotidiens. Et c'est pour cela que nous avons de plus en plus de personnes qui protestent contre la déforestation, le fait qu'on les prive de leurs terres de culture. Au niveau des zones côtières de mon pays, nous avons des pêcheurs, par exemple, qui protestent contre la construction de ports qui, bien entendu, mettent à mal la faune et la flore. Ils protestent contre le fait qu'il y a une moindre diversité d'espèces de poissons disponibles à cause de tous ces bouleversements. Donc, ces personnes sont des personnes qui protestent, mais qui sont les pauvres parmi les plus pauvres. Ce ne sont pas des personnes qui tentent de protester contre ce type d'agissement, des personnes telles que vous et moi, parce que nous avons déjà nous-mêmes un bon niveau de qualité de vie. Mais les personnes dont je vous parle, ce sont des personnes qui protestent par rapport à leur vie même, par rapport à la mise en péril de leur vie, de leurs moyens de subsistance quotidiens. Et si vous écoutez avec attention ces personnes, elles vous disent la chose suivante: le développement
auquel Or moi at least et some vous, people in et the world vous, believe in, croyons, ou à tout le moins le développement auquel croient certaines personnes à travers will le make monde, them, eh in bien, fact, ce poorer. développement va rendre Will ces take personnes dont away je vous their parle plus livelihoods, pauvres encore, will puisque nous les destroy privons life de leurs because moyens of de pollution. subsistance, nous détruisons And la in vie that tout simplement à senses, cause if de we la listen pollution. to them, Et dans ce sens, and si nous écoutons often attentivement les propos de we ces don't listen personnes, to them, et but je if we dois dire were que to souvent listen to nous them, ne les écoutons pas, they will- mais si nous they are prenions literally le temps, la forcing peine us de to les rethink écouter, what ils nous we mean obligent en by quelque growth. sorte à repenser They are à forcing ce us to que think about nous essayons how d'avancer we will comme share principe. the Ils growth nous obligent à repenser à la croissance, amongst à voir comment nous entendons everyone partager who lives on les the résultats de environment. cette croissance au niveau de tout If you un look at the chacun, et issue of notamment de forests, ceux for qui vivent de instance, l'environnement. Si nous the examinons Indian la question de la forests are forêt, where les the forêts Indian indiennes minerals are found. sont The coal is l'endroit below où the nous forests avons of India. tous les minerais But forests qui are sont also the habitats disponibles. of very Mais les poor forêts sont people. également l'habitat, si je So puis there dire, is a des pauvres question parmi les about plus pauvres. how Donc il y a we des can questions qui get se to posent the ici. coal without Comment destroying the pouvons-nous habitats of prélever, people, par exemple, without le charbon sans destroying the détruire habitats l'habitat de ces of personnes, animals? sans détruire And l'habitat therefore, des there is a big animaux? question Et la about how question we qui can se do pose more ici with est de less. savoir comment nous pouvons faire plus And for avec me, moins. this becomes Et an pour moi, opportunity. cela devient en quelque sorte Because une if we were to opportunité think à about saisir. this Parce que si nous devions there are réfléchir clear limits plus on précisément how à cette much we can contrainte, exploit, nous pourrions how nous rendre deep compte we qu'il y a can des go limites within, à la façon how- dont nous how pouvons much of the exploiter forest les we can ressources destroy. naturelles, qu'il y a des limites à la façon And dont nous these pouvons limits, détruire ces forêts. Et which ces are limites constraints in the sont en minds fait of des economists, contraintes aux actually yeux become des économistes opportunities et deviennent, dans in the un autre minds sens, of, des opportunités, si je imagine, puis dire, reformed dans economists. l'esprit d'économistes People peut-être who think- réformateurs. who would Je pense think qu'il est about important how de we can réfléchir do différemment à more cette with situation less. et essayer de voir comment How nous we pouvons can faire tread plus avec lightly moins, on comment nous How we pouvons can build essayer a d'être plus different- légers au niveau different de notre development façon paradigm de traiter in la which Terre, d'opérer livelihoods un revirement ou are un changement based on de the paradigme environment, en se disant, but voilà, il y a des activités make qui se sure fondent that the sur environment does not l'environnement get et il faut bien entendu ne pas And that becomes dégrader the cet environnement opportunity si that we important can pour les look at. personnes So the qui en protests tirent of leurs the moyens very poor de subsistance. become Donc cette the protestation des opportunity to pauvres parmi think les plus about pauvres that nous donne transition l'occasion de that repenser eludes justement us à in cette the rich world. transition qui est give you inéluctable, another dirais-je, story. pour nous au niveau This is a real one de la in société. which Ceci we m'amène à live vous parler every d'un day autre in, exemple, in my city. quotidien que I je come vis from the d'ailleurs de city of façon Delhi. quotidienne dans ma ville, la ville Since de many Delhi. years, we Et have depuis been de très fighting nombreuses to clean années, up the air nous of the luttons city. pour essayer de dépolluer In the l'air mid-90s, de notre belle ville. Au début des années we found that the 90, par city's air exemple, had become nous so avons polluted constaté that we que just la could not pollution de even l'air see, était could not even tellement breathe. importante que And nous we ne pouvions certainly plus rien couldn't see the voir en quelque stars sorte, nous in ne the pouvions plus sky. voir les étoiles dans le ciel et nous pouvions à peine respirer. And the Et organization I nous, work with, et we l'organisation pour suggested laquelle that je we should travaille, a actually look proposé for a quelque chose. leapfrog solution. Nous sommes dit We qu'il should faudrait look for a solution that opérer moved the un city saut, un far mouvement vers beyond, l'avant et essayer much de quicker penser à la to- possibilité pour to la clean ville up d'aller its de air. l'avant beaucoup plus rapidement pour So we justement suggested the dépolluer move l'air. to Nous compressed sommes dit natural gas, pourquoi ne pas CNG, using aborder a clean fuel un to dispositif make qui nous permettrait a d'utiliser des transition carburants beaucoup plus which propres will pour take opérer us- justement which will une take us transition even qui nous further ahead permettrait of d'aller Europe beaucoup plus loin et de in terms dépasser of emission éventuellement standards. l'Europe, This notamment was en ce qui concerne about les 15 normes years ago. d'émissions. Donc ça, c'était il y a une And petite this was the quinzaine time d'années. when we were Et à actually cette 15 époque-là, years nous behind avons, Europe in terms of nous our étions 15 emission ans en standards. retard, notamment par rapport à l'Europe en ce qui So we concerne les pushed, normes en matière d'émissions. we C'est pour kicked, cela que nous avons screamed, véritablement donné and l'impulsion we nécessaire, fought les for coups de this pied transition nécessaires. Nous avons towards hurlé autant que moving faire se peut pour towards justement a inciter les uns change et of les fuel autres which à would give opérer us that un leapfrog. changement de carburant qui nous And we permettrait did. justement We did d'opérer manage to get une clean air, we véritable managed to révolution. Et clean nous y up sommes Delhi's parvenus. air, Nous avons but pu it was dépolluer, because we nettoyer looked for a l'air de different Delhi, tout solution simplement parce que and nous not avons what I envisagé call des the solutions incremental différentes solutions plutôt that que we des tend to solutions believe in so much, exponentielles in auxquelles the case of nous croyons environmental tellement, management. notamment en ce qui concerne toute If la you look problématique de at the gestion way we du are changement looking at climatique. environmental management today, in Alors, most lorsque of nous our parlons world, de gestion we're looking du for changement small climatique, solutions. aujourd'hui, nous And devons when we nous look pencher for sur des those small petites solutions. solutions, Et we lorsque nous envisageons invariably ces petites solutions, eh move, bien, but we always invariablement, stay nous behind évoluons, the problem. mais malheureusement, nous restons quelque peu
peu à la traîne par rapport au problème. Donc même si on n'avance jamais suffisamment que pour pouvoir justement prendre le problème ou saisir le problème à bras le corps. Et c'est pour cela que je voudrais vous donner
un exemple qui est un de mes favoris. Au niveau de la moitié des années 80, vous avez probablement entendu parler, beaucoup de scientifiques, du fait qu'il y avait des particules en suspension dans notre air. Vous avez certainement entendu parler de cela. Des efforts conséquents ont été déployés. On a véritablement investi au niveau de l'économie pour nettoyer les carburants, les combustibles. On a étudié de nouvelles technologies et on a essayé de se débarrasser de ce problème des particules en suspension. Mais dans les années 90, les choses ont évolué. On s'est rendu compte qu'on s'était débarrassé de ce problème des particules, mais on avait un nouveau problème qui faisait face. Nous avions des particules qui avaient tendance à être de plus en plus infimes. Nous avions innové pour justement améliorer nos technologies, mais ce faisant, nous avions réduit la masse de ces particules et nous avions réduit leur taille. Donc maintenant, nous avons des particules qui sont susceptibles de créer quelques difficultés. Nous sommes de plus en plus confrontés à des particules de plus en plus infimes qui peuvent bien entendu avoir une incidence sur notre organisme. C'est pour cela que nous avons maintenant un nouveau problème de santé à gérer. Nous avons pu constater que ces particules étaient toxiques, très mauvaises pour nos organismes dès lors, et c'est pour cela que nous avons dû investir davantage encore. Nous avons dû ôter le soufre de nos combustibles pour justement pallier ces difficultés. Mais aux alentours de la moitié des années 2000, nous avons été confrontés de nouveau à une nouvelle difficulté, les fameuses émissions NOx. Et par rapport à cela, nous avons été confrontés à des difficultés tout simplement parce que nous avions des températures plus élevées pour brûler nos particules, ce qui a engendré d'autres difficultés. Et nous avons maintenant de nouvelles normes d'émissions au niveau européen. Nous avons par exemple des pots catalytiques et autres dispositifs qui nous permettent de gérer ce problème des NOx. Alors, nous avons maintenant des nanoparticules qui sont susceptibles d'entrer par les pores de notre peau. Donc, quelle est la conclusion de tout cela? Nous investissons encore et encore pour lutter contre l'ennemi, mais nous sommes toujours à la traîne par rapport aux difficultés. Et je n'ai même pas encore parlé des émissions liées au transport qui ont bien entendu un impact sur le changement climatique. Je ne vous ai même pas encore parlé de cette dimension-là du problème. Et c'est bien entendu ce système ce système exponentiel qui fait en sorte que la croissance devient très onéreuse à un certain niveau, mais d'autre part, la gestion de l'environnement devient un système au sein duquel nous polluons d'abord et puis nous nettoyons ensuite. Et c'est véritablement toute la question qui tourne autour de la gestion de l'environnement. Alors, peut-être que cela fonctionne chez vous, cela peut peut-être fonctionner. Alors, je vais dire peut-être que cela peut fonctionner dans votre monde, mais cela ne fonctionne pas dans le nôtre, tout simplement parce que nous n'avons pas encore les fonds suffisants, les ressources suffisantes que pour pouvoir nous permettre cette folie de continuer à investir encore et encore tout en restant à la traîne par rapport aux difficultés qui sont les nôtres. Toujours dans ma belle ville de New Delhi, ville que nous avons nettoyée grâce à ce passage au gaz naturel comprimé, nous découvrons que de nouveau l'air est pollué. Les toxines sont de nouveau de retour dans l'air et pour cette raison très simple, même si nous nettoyons l'air, même si au niveau des nouvelles générations de véhicules que nous mettons en circulation sur nos routes, nous avons amélioré les choses, nous avons toujours en retard puisque nous perdons en quelque sorte les petits gains que nous avons pu engranger. Alors nous savons qu'au niveau de la croissance verte, il y a un programme qui a été déployé au niveau de l'Union européenne. Nous ne sommes pas riches assez que pour pouvoir nous le permettre. Nous ne sommes pas susceptibles de vérifier chaque véhicule pour s'assurer justement que ces véhicules restent en deçà des niveaux de pollution acceptables. Et c'est pour cela que nous nous sommes rendus compte du fait qu'il nous fallait trouver une nouvelle approche. Il nous faut mettre en place un nouveau dispositif. Nous avons également pu constater que nous avons bien entendu de plus en plus de véhicules privés, de véhicules de particuliers qui sont en circulation dans notre pays. À l'heure actuelle, dans ma ville, 26% des terres se situent au niveau du trafic routier. Nous sommes confrontés à une véritable congestion. Dans ma ville, seulement 15%
des personnes se déplacent en voiture. 15 personnes seulement des personnes se déplacent en voiture. Donc, au niveau de la ville de Delhi, qui est une des plus riches d'Inde, donc au niveau de notre ville, les NOx, que vous preniez le vélo ou d'autres dispositifs, eh bien, les NOx ne sont imputables qu'à 15% de la population, puisque les autres se déplacent en bus, en vélo, etc. Et nous sommes déjà confrontés à une pollution énorme et à une congestion énorme, avec seulement 15% des personnes qui se déplacent en voiture. Donc, pensez à ce que pourrait être la situation si de 15%, nous passions à un chiffre plus élevé. Comment allons-nous pouvoir permettre une véritable pérennité au niveau de ce modèle si nous continuons sur cette lancée? Comment pouvons-nous envisager de permettre à 100% d'avoir un véhicule particulier? Alors, bien entendu, ceci nous donne une opportunité unique de faire en sorte que cette contrainte nous permette d'être à l'avance ou d'anticiper par rapport à ces problèmes. Nous avons ici une possibilité qui s'offre à nous. Nous pourrions repenser à la façon dont les véhicules occupent l'espace routier. Mais nous devons savoir que même si on occupe les routes, on ne permet pas aux gens véritablement de se déplacer. Et quand on a commencé à penser à ça, c'est très intéressant. On a une décision du tribunal qui dit au gouvernement, vous devez concevoir les espaces routiers sur la base de l'équité. Donc on va commencer à dire, je vais reconcevoir mes routes sur la base de qui les utilise le plus et quelle est la manière la plus efficace. Donc, le principe est, je veux utiliser moins pour avoir plus. Et si on commence à faire cela, et si ma ville commence à faire ça sérieusement, on va commencer à mettre l'accent sur les piétons, sur les cyclistes, sur ceux qui prennent le bus, et ensuite seulement les voitures. Mais on y pense aujourd'hui, mais on y pense quand on a déjà toutes les voitures, quand on est riche. Le défi pour nous, c'est qu'on doit commencer à y penser maintenant alors qu'on est pauvre. Et quand on va prospérer, il ne faut pas d'abord devenir riche, polluer, et ensuite apprendre à faire du vélo. On sait déjà comment faire du vélo. Et il faut juste qu'on trouve une manière de rester sur ces engins. Et c'est pour ça que c'est ça que je pense être le principe d'équité, apprendre à partager des ressources, à créer un modèle de croissance inclusive qui va nous aider à créer ce modèle durable. Et ça m'amène à mon troisième défi, qui est ce dont Jean-Pascal a parlé, le changement climatique. Parce que le fait est que les mêmes limites existent quand on parle de changement climatique. On est face à des limites planétaires, on est déjà en train de les surutiliser, et on l'a expliqué brillamment. Et on sait également que le défi n'est pas seulement de réduire les émissions, mais comment on va partager la croissance entre les personnes et entre les nations. Le fait est que les émissions de CO2 sont liées à la croissance. Quand des pays on parle du changement climatique, ils ne parlent pas d'environnement ou d'écologie. On parle de croissance. Les pays négocient le droit à avoir une croissance économique. Et si on accepte cela, on doit également accepter le fait que c'est un défi unique. Le changement climatique est un défi qui nous oblige à mettre en œuvre quelque chose dont on continue à parler. On vit dans un monde interdépendant. On parle du fait qu'on vient d'une planète, mais on n'y croit jamais vraiment. Et c'est vraiment l'occasion unique, la vraie occasion qu'on ne peut pas manquer et qu'on ne peut pas ignorer. Comme Jean-Pascal l'a dit tout à l'heure, on sait également que certains pays ont surutilisé leur partie des biens communs mondiaux. On sait qu'ils ont une dette naturelle qui doit être remboursée.
Vous avez surutilisé votre part des biens communs mondiaux. Vous avez pollué au-delà de votre quote-part parce que vous aviez besoin de croître pour votre croissance. C'est une dette naturelle. Et comme la dette financière, elle doit être remboursée. Les émissions cumulées entre 1950 et 2000 d'un seul pays, les États-Unis, avec un très petit nombre de personnes, et je le dis parce que je viens d'Inde, a contribué à 30% de tous les gaz dans l'atmosphère. 30% en Inde, ça a contribué pour 2%. L'inégalité actuelle est encore plus énorme. 19 tonnes par tête, par habitant, par an, par rapport contre 1,5 en Inde et dans des pays comme le Bangladesh ou des pays d'Afrique encore plus faibles. On ne peut pas accepter de geler les inégalités climatiques, mais aussi on doit comprendre le fait que le changement climatique concerne la coopération. Pour la première fois de notre vie, on a la possibilité de mettre en œuvre ce dont on parle tout le temps. La nécessité de coopération entre toutes les nations du monde. Et si les riches ont émis hier, les pauvres et le monde émergent vont émettre demain et dans les années à venir. Et si on veut un accord qui soit efficace, le prérequis absolu est l'équité et le fait d'être équitable. On ne peut pas avoir un accord efficace sans cela. Quand je dis cela, je sais que la plupart des gens, en particulier quand ils viennent des groupes de négociateurs américains, ils vont lever la tête en disant « impossible ». Ça veut dire qu'on ne va jamais aller de l'avant. Vous ne pouvez pas demander l'équité, vous ne pouvez pas demander au monde d'être équitable. Le monde n'est pas équitable. Mais c'est justement l'occasion. Le fait est que si on accepte le principe d'équité et on demande des limites à tout le monde, on accepte le fait qu'il y aura des limites sur les riches existants et sur les futurs riches de demain. On accepte le fait que ces limites doivent être peut-être fêtées ensemble parce que seulement quand on accepte des limites, on trouvera la transition vers ce nouveau monde. Si on accepte des limites équitables en tant que principe pour un accord de climatique efficace, on se mettra d'accord sur des diminutions drastiques qui nous permettront d'avoir une meilleure transition dont on parle tous. Et ce n'est pas une mauvaise transition, c'est une transition qui peut nous aider à atteindre ce monde qui est toujours possible, mais avec le bien-être. C'est tout ce dont on parle. Donc on peut utiliser cela comme un tremplin pour aller vers ce changement dans l'avenir. Mais si on croit vraiment à ça, il faut discuter de 2 thèmes supplémentaires. Tout d'abord, il y a une grande différence entre ce que j'appelle l'environnementalisme des pauvres, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, où les gens qui sont déjà pauvres exigent une nouvelle manière de faire des affaires avec la planète, où ils exigent qu'on fasse plus avec moins. Ils exigent d'une manière différente où leur style de vie pourront être protégés, leurs moyens de subsistance seront protégés. Ils nous demandent de réinventer ce qu'on veut dire par gestion environnementale. Et d'autre part, il y a l'environnementalisme de classe moyenne en Inde et des riches dans le reste du monde. L'environnementalisme qui est essentiellement qui vient après avoir créé la richesse.
Et l'environnementalisme où on veut gérer et atténuer les effets néfastes de la richesse qu'on continue à créer. Et comme on continue à essayer de gérer ça, ça nous échappe à chaque fois. Donc c'est une gestion. Je crois que Jean-Pascal me disait, j'ai fini, mon temps est terminé. Non, merci. Donc je pense que c'est clairement la différence entre les deux types d'approches environnementalistes. Et chacun d'entre nous doit choisir à quel côté on appartient, à quoi on croit. Est-ce qu'on cherche cet environnementalisme où on va réfléchir aux technologies, chercher la prochaine voiture hybride, le prochain CCS, regarder une espèce de solution magique pour changer notre monde? Ou est-ce qu'on croit à cet environnementalisme où on est préparé à sortir des gonds, réfléchir complètement différemment et construire différemment? Et je pense que c'est vraiment le défi que les organisateurs de cette conférence nous ont fixé. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut réfléchir en dehors du cadre? Comment est-ce qu'on peut, si je voudrais paraphraser le président Banana, comment on peut construire le changement auquel on croit vraiment? Et si on fait cela, je pense qu'on doit comprendre la réalité à laquelle je suis confronté. Je suis sûr chacun d'entre vous. Et la raison d'être de cette conférence, c'est qu'on a besoin d'un nouvel enseignement, d'une nouvelle éducation, d'une nouvelle compréhension pour pouvoir rechercher ces solutions, technologies innovantes pour l'avenir. On a besoin de cette approche interdisciplinaire ou multidisciplinaire, mais on doit également être engagé. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est que les technologies, si on regarde ce qu'on a en face de nous, les méthodes, les brevets, les technologies, ont toutes été développées pour l'environnement lorsque des sociétés étaient déjà riches. Mais comment est-ce qu'on peut rechercher des technologies, des méthodes, des brevets pour des sociétés qui ne sont pas encore riches? Et quand on regarde le futur, pour moi, la plus grande leçon pour chacun d'entre nous, c'est qu'on doit trouver de la durabilité, mais on doit également faire en sorte que ce soit acceptable, achetable pour beaucoup de personnes. Et c'est la différence entre la durabilité et le fait de pouvoir l'acheter. Et c'est ça qui va nous diriger. Et je pense qu'on doit apprendre de la connaissance des plus pauvres et dans les systèmes improductifs qu'on néglige toujours. Si je regarde aujourd'hui, l'un des plus gros défis qu'on a dans notre pays, c'est le défi de l'eau potable propre. Et ce défi est également lié aux technologies liées à l'eau potable propre. Parce qu'aujourd'hui, on a investi dans des technologies qui demandent beaucoup de capital et de ressources. On fait ce que les anciens Romains faisaient pour ramener de l'eau à Rome avec des aqueducs alors qu'ils avaient une rivière qui passait devant eux. Ils ont amené de l'eau depuis très loin parce que les rivières sur lesquelles Rome était bâtie étaient certainement très polluées. Et c'est vraiment la méthode d'amener de l'eau sur des longues distances que nous suivons, mais ça entraîne des conflits entre les agriculteurs qui ont besoin de l'eau et les villes qui exigent l'utilisation de cette eau aujourd'hui. Et la seule manière pour nous de croître aujourd'hui serait de penser à un schéma d'organisation dans lequel on pourrait construire nos villes sans eau. Comment on pourrait prendre l'eau, mais aussi retourner l'eau, recycler et réutiliser chaque goutte d'eau. Et la réponse sera dans le réapprentissage, le
la redéfinition de la connaissance pour récupérer chaque gouttelette d'eau, la connaissance du passé, et combiner cela avec les connaissances les plus avancées du futur ou sur comment faire une membrane achetable pour réinventer les toilettes flash. Parce que il n'y a rien de plus bête qu'une technologie qui prend un peu d'excréments humains et beaucoup d'eau propre et qu'on utilise l'eau en tant que point de décharge en détruisant à nouveau un cycle très important de la vie, le cycle de l'azote. Et c'est cette combinaison de connaissances qui va nous amener vers le futur. C'est cette humilité de comprendre la connaissance des pauvres et de la combiner avec les connaissances des riches, des technologies les plus avancées, qui va nous montrer comment on peut aller de l'avant. Mais dans ce cas, on doit également, comme je l'ai dit, faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'on doit également apprendre de la nature. On doit apprendre de l'art, de la science et des forces de la nature. Réfléchissez un instant. Réfléchissez comment un petit changement de température peut faire 40 000 milliards de tonnes d'eau de l'océan Indien et le transporter et l'envoyer sur tout le sous-continent indien avec les moussons. Un très petit changement de température permet à la nature de transporter ce volume d'eau au nom des moussons indiennes. Mais nous, on utilise des énergies concentrées. On utilise des charbons et du pétrole qui ont déjà créé beaucoup de problèmes locaux de changement climatique et de pollution de l'air. Mais si on connaissait les manières de faire de la nature, on réutiliserait des sources d'énergie comme l'énergie solaire ou la pluie, des sources où on ne concentre pas d'abord sur l'énergie d'aquifères et qu'on l'utilise. Donc si on pense vraiment à cette transition vers le futur, alors je pense que la leçon la plus importante pour nous tous humains est que, au lieu d'essayer de faire mieux que la nature, il faut qu'on limite pour le développement durable. Si on peut mettre ces sciences et ces connaissances ensemble, je pense qu'on va vraiment avoir ce que les organisateurs nous ont demandé, trouver une manière d'avancer. Merci beaucoup. Merci Sunita pour cette présentation formidable. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la transition doit être équitable, elle doit être conçue et perçue comme étant équitable. Quand je t'ai présenté, on a parlé des frontières qui ont été effacées, on vit dans un monde commun, les problèmes deviennent communs et on est dans une conférence aujourd'hui pour parler de la transition vers le développement durable et bien sûr on est très intéressé par la transition ici, maintenant, en Europe, en Belgique, bien sûr là, en région wallonne. Quelle pourrait être ta suggestion? Je sais que c'est une question difficile, mais bien sûr, on est très intéressé. Je pense qu'il y a tellement de leçons à tirer de ton expérience en Inde. Mais quelles pourraient être des leçons, des suggestions pour nous en Europe, en Belgique ou en Wallonie? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour atteindre cet objectif, pour combler le fossé entre aujourd'hui et ce paradis dont Jules Bocard parlait? Est-ce que tu aurais quelques suggestions à nous faire? Oui, ça c'est vraiment une question piège. Non, clairement, toute société humaine va devoir trouver ses propres solutions. Comme je l'ai dit, on a du mal à trouver ces réponses en Inde. Et quand je travaille sur le changement climatique, je suis très déprimé quand j'essaie de comprendre
comment on va vraiment faire ça. Mais quand je regarde mon propre pays, je vois des opportunités d'utiliser la démocratie, la force des gens, la connaissance des gens pour être capable de trouver cette manière d'avancer. Et c'est peut-être là que vous serez les meilleurs pour trouver comment faire ça en Wallonie, en Belgique. Mais je pense que la chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir plus de démocratie, que les gens comprennent les impacts de leurs décisions et de les rendre conscients de la puissance qu'ils ont, du pouvoir qu'ils ont de faire des choses différemment. Et je pense que c'est la seule manière. Il n'y a pas différentes manières de sauver la Terre. Je ne peux pas donner une liste. Je ne suis pas Meryl Streep. Mais je peux certainement dire que la seule manière sera de parler plus, de se comprendre les uns les autres beaucoup plus. Et oui, les différences s'atténuent entre le nord et le sud. Mais il y a un nord dans le sud et il y a un sud dans le nord aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'on pourrait pas mieux se comprendre? Parce que je pense que les défis sont très communs. Je pense que l'Europe, pendant trop longtemps, a négligé la nécessité de technologies durables, achetables, parce que vous avez pu externaliser vos problèmes et les envoyer ailleurs. Je pense aujourd'hui, le défi pour l'Europe, et je le vois aussi pour nous, c'est la même chose. Et si on peut réinventer les toilettes à chasse d'eau ensemble, c'est mon exemple préféré, peut-être qu'on trouvera des exemples, des réponses. Merci beaucoup. Hi, I'm Patrick Worms from the World Bonjour, Agroforestry Patrick Center. Worms du Centre forestier mondial. On représente une technologie agricole qui réfléchit en dehors du cadre, l'utilisation des arbres pour améliorer les rendements et restaurer les sols. Ma question, c'est est-ce que ces approches sont non conventionnelles, nécessaires, pratiques et appropriées pour la résolution des autres problèmes que vous avez mentionnés? Merci beaucoup. Ce qui est non conventionnel pour vous, c'est conventionnel pour nous. Deux des arbres les plus importants d'Inde sont le Prosopis cinerea et Alnus nepalensis. Désolé, je ne veux pas vous embêter avec des mots botaniques, mais réfléchissez aux deux parties de l'Inde. Une partie, c'est le désert d'Inde, très sec, où il y a très peu d'eau. La productivité du sol est un grand défi pour les agriculteurs. La seule manière de faire pousser quelque chose, c'est en mettant des arbres qu'on appelle Prosopis cinerea. Ça permet de fixer l'azote dans le sol, c'est une source importante de fertilité et ça donne aux agriculteurs tout ce dont ils ont besoin, du bois de feu, des aliments, donc ça fait partie de leur connaissance. Si je regarde à l'est de l'Inde, une partie très intéressante où on a des forêts et on a toujours pratiqué les rotations des cultures, ce que les scientifiques modernes disent c'est très stupide, mais c'est pas stupide parce que c'était une manière de maximiser la fertilité des sols dans un environnement où on a une érosion des sols très élevée, où il y en a des précipitations très élevées. Donc les gens brûlaient des forêts et sont revenus à ça, mais le cycle devait être assez long pour que la forêt se régénère et pour qu'elle ne soit pas dégradée. Donc ce que les agriculteurs ont fait dans le nord-est de l'Inde, c'est d'introduire avec des cycles de plus en plus courts, ils ont introduit Alnus nepalensis, un arbre qui aide à restaurer la fertilité des sols. Et donc ça a vraiment aidé à stabiliser le cycle de rotation des cultures. C'est de la connaissance pratique, la connaissance de la vie, mais on ne la comprend pas, donc on la néglige. Et si on essayait de la comprendre, on la prendrait pour
construire ce modèle agricole durable pour la Belgique. Je pense que c'est vraiment très important pour nous de comprendre qu'au centre de notre développement durable, le problème est lié à comment on cultive les aliments. On a du temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser cette question, vu qu'on a un petit peu de temps? Je vois ici quelqu'un qui veut poser une question. Mrs. Gouzet. Yes. My name is Nadine Gouzet. Oui, je m'appelle Nadine Gouzet, je travaille au Task Force fédéral de Belgique. Ma question est liée à une question qui s'est avérée très difficile sur les négociations, pas sur le changement climatique, mais sur le développement durable, qui est l'égalité des hommes et des femmes. Je voudrais savoir, au-delà de toutes les inégalités que vous avez mentionnées, comment vous voyez la connexion entre l'inégalité des genres et le développement durable. Merci pour cette... Merci pour votre réponse. Mais la personne qui va chercher l'eau, qui va chercher le bois de feu, qui comprend la vie est une femme. Donc je pense qu'effectivement le développement durable pour les femmes et les femmes sont très liés. La question que vous posez, c'est aussi par rapport aux négociations, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial. Et franchement, je pense qu'on est tous en face d'un défi très difficile aujourd'hui. C'est qu'on a un monde avec beaucoup de méfiance entre les pays et entre les personnes. Et je pense que dans les années 90, quand on a commencé cette étude des problèmes environnementaux et qu'on a commencé à parler comment on pouvait rendre un monde plus équitable, plus juste, comment le développement durable était essentiel pour cette transition vers un monde plus juste. Je ne pense pas qu'on a jamais anticipé le fait que nos gouvernements, nos leaders allaient faire un chaos avec ça, que les pays ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et se mettre d'accord sur même des choses auxquelles ils croient. Les pays viennent aux tables de négociation et rejettent ce qu'ils acceptent de devoir être fait dans leur propre pays. Et ils le font parce que, à cause de la méfiance intense qu'on a créée. Et je pense que de nombreuses manières, le changement climatique est un peu au cœur de cette méfiance, parce que c'est vraiment le problème où chacun pense que les riches n'ont pas tenu leurs promesses, ils n'ont jamais fait ce qu'ils avaient accepté de faire. Et aujourd'hui, ils prêchent pour ce nouveau monde sans vraiment souffrir ou sans s'engager comme ils devraient s'engager. Et je pense que c'est vraiment au cœur du fait qu'on n'est pas capable d'aller de l'avant sur de nombreux autres thèmes. Et il est temps de changer. C'est vraiment important pour nous de commencer à parler du fait qu'on ne peut plus avoir un monde où on rejette ce à quoi on croit parce qu'on a des gouvernements, parce qu'on n'arrive pas à se parler. On peut faire des affaires les uns avec les autres, mais on n'arrive pas à parler de nos convictions sur ce qui est juste et équitable. Et je pense que c'est là que chacun d'entre nous doit intervenir, de l'UCL. Imaginez qu'on prenne 11 millions d'Indiens et qu'on les amène ici en Belgique. Imaginez qu'on prenne 11 Belges et qu'on les amène en Inde. Est-ce que vous pensez que les Européens continueront à se comporter comme des Européens ou plutôt comme des Indiens? Est-ce que vous pensez que les Indiens se comporteront comme des Indiens ou comme des Européens? Merci. Il faudrait qu'elle parle dans le micro parce que sinon on ne va pas l'entendre. Bon, mais voilà, je crois que dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que la manière dont on est éduqué, dont on comprend le monde autour de nous, c'est comme ça qu'on se comporte. Et les Indiens modernes, on leur explique les mêmes connaissances, la même science que les Européens modernes. Et je pense que c'est cette uniformité de pensée, de regarder le monde avec les mêmes yeux,
qui est une partie du problème. Et en certains sens, c'est pour ça que je fais la différence entre ce que j'appelle les Indiens riches et la classe moyenne comme moi et les pauvres en Inde. Les gens qui peuvent être analphabètes, mais qui ont plus de ressources que nous tous mis ensemble. Ils sont peut-être analphabètes par rapport à ne pas comprendre un texte ou ne pas écrire, mais ils comprennent l'environnement. Ils sont alphabètes au niveau des ressources. Et c'est là qu'il faut mettre les deux mondes ensemble pour arriver à utiliser ces ressources, cette connaissance, cette rationalité, cette compréhension et devenir plus riche grâce à ça. Et prendre notre manière de faire les choses, pas pour détruire leur vie, mais plutôt pour améliorer leur bien-être. Et c'est ça qui, je crois, est au cœur de ce dont on parle, cette approche multidisciplinaire d'aller de l'avant. Regrouper différentes connaissances et différentes compréhensions. Merci beaucoup.